Le top 14 chez les Bretons. Quelle ambiance! Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du RC Vannes. Avec Juliette Michonneau et Jean-Luc Loury. Ça va plaquer. Un podcast animé par Romain Wex. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Au menu, le RCV n'a pas dit son dernier mot en top 14. Vous le savez, on revient sur la victoire face au Stade Français. Et puis nous avons un invité aujourd'hui. Vous lui avez fait une ovation fin décembre lorsqu'il a annoncé sa retraite. C'est Sacha Vallot, centre du RCV et ancien international français de rugby à 7. Ça tombe bien, il emmène l'équipe à 7 du RCV au Super 7 ce week-end. On revient aussi sur son parcours. C'est notre invité pour aujourd'hui. C'est parti, soyez les bienvenus. Salut Juliette. Salut. Et salut Jean-Luc. Salut Romain, salut à tous. On a le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode Sacha Vallot. Salut Sacha. Salut, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On va parler de la saison du RCV, du rugby à 7 et puis de ta fin de carrière. Aussi, tu l'as annoncé en décembre avec cette ovation aussi un petit peu lors du match face à Bayonne. Quel a été ton ressenti, un petit peu d'émotion sur le terrain ? Beaucoup d'émotions. C'est vrai que j'ai été agréablement, pas surpris parce que je connais le public de la Rabine, mais d'avoir un hommage comme ça fait toujours plaisir. Je pense que j'aurais pas pu rêver meilleure sortie. Avoir un stade qui crie ton nom, c'est ce que j'ai toujours rêvé quand j'étais petit et que je rêvais d'être sportif professionnel. Donc forcément très, très heureux, très reconnaissant et un beau moment pour clore ma carrière. Et puis tu as eu le droit au premier tifo aussi du RCV. Premier tifo, exactement. Pas surpris non plus parce que voilà, les supporters de la Rabine sont pour moi une référence aujourd'hui du rugby français. Et étant un grand amoureux de foot, ça me fait enfin plaisir de voir des tifos dans des stades de rugby. On reparlera de ton parcours, du Seven aussi qui arrive ce week-end. On revient d'abord sur ce match à la Rabine et cette victoire 33-28 face au Stade Français. Les Vanntais se sont sauvés en montrant du caractère. C'est notre premier sujet. On n'est pas là pour faire rire, on est là pour faire peur. La victoire donc. Sacha, tu étais au stade samedi ? Non, je n'étais pas au stade. J'ai envoyé l'équipe de rugby à 7 au stade, mais moi je devais travailler pour analyser nos adversaires, préparer la semaine. Donc je suis resté sagement à la maison devant la télé pour regarder la belle victoire de mes camarades Vanntais. Donc très content. Et puis je me rends compte, et j'en doutais pas, que le RCV va vraiment lutter jusqu'au bout pour se sauver. Et ça me rend fier et je suis content pour les mecs. Et je pense que c'est une victoire qui fait du bien. On écoute Jean-Noël Spitzer en conf de presse et puis on en parle. Je suis fier des gars. Franchement, ils avaient fait une bonne semaine, mais ils ont fait surtout un rôle de match. Un match plein et dans l'engagement, dans la résilience, même tactiquement, pas eu le sentiment qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Et faire dans un match avec autant d'enjeux, à 14, être capable d'aller marquer 33 points sous la pluie, une sacrée performance qui valorise leur travail et nos convictions aussi. Juliette, Jean-Luc, c'est un ouf de soulagement pour le RC Vannes ? Ouais, je pense que ils sont toujours derniers, à 4 points encore du Stade Français. Mais effectivement, c'était un peu la dernière chance pour accrocher cette mission maintien. Sans la victoire samedi dernier, c'est vrai que ça aurait été une fin de saison assez compliquée, peut-être un peu même morose, même si évidemment le RCV, comme disait Sacha, va rien lâcher. On s'est dit que ça commençait mal quand même ce match. Mako Vunipola qui se blesse à l'orteil à l'entraînement. Francis Sailly qui prend un carton rouge 5 minutes après le coup d'envoi. Finalement, malgré toutes les difficultés, c'est peut-être ça qui a resserré un peu les liens de l'équipe, qui a fait vraiment un match vraiment plein. Même s'ils n'ont pas joué tout le temps d'infériorité numérique, parce que le Stade Français a pris 2 cartons jaunes, un carton rouge. Mais en fait, on n'a pas vu qu'ils étaient à 14 contre 15 la plupart du match. Ouais, c'est ce qui s'est dit sur tout le match. On n'a pas vu une grosse différence entre Vannes et le Stade Français. Je pense que c'est l'envie et la détermination. Il y avait une équipe qui avait vraiment envie de gagner. Et le Stade Français, qui pourtant avait fait l'impasse sur la Coupe d'Europe, qui pourtant préparait ce match depuis 2 semaines, c'est vrai qu'on n'a pas vu une équipe qui jouait sa vie et qui avait envie d'enfoncer Vannes. Donc c'est la détermination, l'envie qui ont fait la différence samedi. Ça a changé justement pour toi, Sacha, le fait que ce soit la dernière chance ? Oui et non, parce que la réalité, c'est que Vannes est un petit peu obligé de gagner tous ses matchs à domicile. C'est la réalité de ce championnat qui est vraiment difficile. Comptablement parlant, ça allait vraiment être compliqué en cas de défaite. Mais je pense que Vannes a toujours abordé ses matchs à domicile un petit peu comme des ultimes chances pour gagner des points et espérer se maintenir. Donc moi, au vu de la semaine, en ayant été au centre d'entraînement, j'ai pas vu vraiment de changement dans le comportement, dans ce qui a été fait.
Je sais que le club a fait une mise au vert, c'est ce qui a un petit peu changé, notamment par rapport à ce match, qui a sûrement permis de resserrer les troupes et d'aborder un petit peu en mode commando cette rencontre. Mais je suis pas surpris et je suis pas étonné de voir le niveau d'engagement qu'ont eu les joueurs. Il y a eu aussi ce drop dès le début de match. On s'est dit, tiens, c'est nouveau au RC Vannes. Oui, ça fait un moment qu'on n'en avait pas vu. Hein. Je sais pas si tu as souvenir, Sacha, du dernier drop, mais En saison tout dernière, cas, je c'est crois pas pas. moi qui l'avais tapé, ça c'est sûr. Je crois pas en avoir vu la saison dernière, ça faisait quand même un moment. Maxime Lafage avait dit qu'il avait essayé d'en tenter un en fin de match contre Clermont. Il avait essayé d'être mis en position, finalement ça n'avait pas fonctionné, il l'avait même pas tenté, je crois. Non. Là c'était une nouvelle option qui a réussi une fois, la deuxième fois il a été contré juste après. C'est un nouveau un panel qui s'ouvre un peu pour Maxime Lafage, en plus de tout ce qu'il sait faire déjà. Jean-Noël disait que c'était compliqué à mettre en place parce que évidemment les adversaires aussi essayent de contrer les mises en place. Globalement, il n'y en a pas énormément de drop dans tout le championnat. Ça reste quand même une arme assez peu utilisée. Quand on a un buteur et un gars aussi adroit que Max Lafage qui tourne à 85%, qui est 3e meilleur réalisateur du championnat, oui, il ne faut pas se priver quand l'occasion se présente, c'est sûr. Est-ce que c'est l'homme du match, Max Lafage ? Avec Mike Rourou, ils ont guidé ce match comme il fallait. En étant en infériorité numérique comme ça dès la 5e minute, il faut que ceux qui guident le jeu soient au niveau pour tactiquement gérer cette infériorité. Donc Mike Rourou a encore fait un match assez incroyable, mais il est à ce niveau-là depuis le début de saison, donc c'est même plus une surprise. Et puis Max a fait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire qu'il a rentré, il est à 7 sur 8, il rate juste la dernière pénalité à la 80e pour essayer de sortir le Stade Français du bonus. C'est une pénalité à 42 mètres à la 80e, donc on ne peut pas vraiment lui reprocher de l'avoir raté, mais sur le reste, oui, ils ont admirablement manœuvré ce match tactiquement, oui, c'est clair. Je crois que toute l'équipe, de toute façon, a été presque à son meilleur niveau, voire à son meilleur niveau. On a vu Filippo Nacosi aussi, qu'on n'avait pas revu depuis un moment en top 14. Il fait un grattage devant la ligne incroyable avant l'heure de jeu, je crois. Robin Tacola au centre, il s'est retrouvé tout seul. Je sais pas ce que tu as pensé de sa performance, Sacha, mais tout seul à son âge, il a fait du bon boulot, quoi. Non, Robin Tacola, c'est un très très bon joueur. Aujourd'hui, son association avec Francis Sailly, je la trouve moi personnellement excellente. Sur le coup, on l'a pas vu beaucoup. 5 minutes, c'est un petit peu faible, mais Robin, c'est vraiment un joueur qui m'a impressionné. Moi, lors de sa pré-saison, il y a 2 ans, je l'ai vraiment trouvé prêt pour le très haut niveau. Malgré son jeune âge, donc il a pour moi fait une très bonne performance. Filippo Nacosi aussi, tu en parlais, a été très bon. Il aurait dû être avec nous pour le Super 7, donc un petit peu déçu qu'il se soit blessé, mais très content du très beau match qu'il a fait et je pense qu'il a aidé aujourd'hui Vannes à être performant. Ça change quoi quand on est 2 centres comme ça et qu'au bout de 5 minutes on se retrouve tout seul et que le premier centre est plus là? C'est tactiquement comment on gère ça? Tu sais déjà que ça va être long et un petit peu dur, mais aujourd'hui, quand on perd un joueur dans la ligne arrière, ça modifie complètement la structure. Donc, on a un petit peu joué sans arrière d'une certaine manière. Donc, tout le monde a décalé, tout le monde a fait un petit peu plus d'efforts. Robin Tacola, il a la chance d'avoir des qualités physiques impressionnantes. Il est capable de répéter les sprints, répéter les efforts à haute intensité et pendant très longtemps. Sa jeunesse doit sûrement aussi l'aider un petit peu par rapport à ça, mais le fait qu'il soit sur le terrain, c'était entre guillemets la meilleure chose qui pouvait arriver, puisque Robin a cette capacité-là de se décupler, d'enchaîner les tâches. Donc je ne trouve que ça s'est pas vraiment vu. Si on fait un point sur le classement, le RCV reste dernier, tu le disais Juliette, mais revient à 4 points du Stade Français. La situation s'améliore pour le maintien. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est vraiment la bonne opération du week-end. La petite déception, on disait un petit peu pour le bonus défensif laissé aux Parisiens. C'est Vannes est dernier, mais tout reste à faire, vu le calendrier. C'est ce qu'on avait dit avant le match, hein. C'était une victoire nécessaire, mais qui sera loin d'être suffisante. Il faudra répéter ça
quasiment chaque semaine, mais ça c'est le challenge depuis le début de saison. Le point de bonus au Stade Français, c'est un moindre mal vu les circonstances du match. La victoire, de toute façon, je pense que les gars ils ont oublié ce point de bonus très rapidement. Ils ont juste retenu la victoire. Ils ont pu partir en vacances avec 4 points de plus et avec un adversaire qui est pas si loin que ça. Donc je pense que ça suffit ça leur a pas gâché leur soirée, je pense pas. Ils avaient enchaîné, 5 défaites juste avant, donc je pense que c'était nécessaire aussi de regoûter au succès. Et même le fait de partir en vacances avec cette victoire, ça fait du bien, toi, Sacha. C'est vrai que vaut mieux partir avec une victoire, vaut mieux partir en vacances avec une victoire. Oui, parce que sinon, déjà, on rumine, on passe des mauvaises vacances, on en fait passer à nos copines ou à nos proches, donc c'est mieux pour tout le monde de partir avec une victoire. Et voilà, au niveau de la tête et de la récupération, c'est beaucoup plus facile de récupérer après une victoire qu'après une lourde défaite. Donc, Et avec le retour du calendrier, retour du top 14, un déplacement au Racing le 15 février, réception de Montpellier le 22 et direction Toulouse le 1er mars, c'est le prochain bloc. C'est assez sympa aussi. Il y aura le Racing directement avec Nolan Le Garec absent du coup. On espère. C'est pas un match. C'est pas un doublon top 14-15 de France. C'est contre Montpellier, le seul week-end qui sera concerné par un doublon. Ils sont un peu dans le même état d'esprit, on va dire, que le Stade Français. Alors je suis pas à l'intérieur du club, mais ce qui ressort, ce qui surgit un peu de l'ambiance générale, que ce soit au Racing ou au Stade Français, ça n'a pas l'air très serein en tous les cas. Statistiquement parlant, le Racing c'est la moins bonne équipe aussi à domicile, juste devant Vannes. Donc voilà, ils ont pas non plus beaucoup de garanties chez eux à l'Arena. Et c'est vrai que même si c'est pas un week-end de doublon, on peut espérer que Nolan reste avec les Bleus. Et c'est vrai qu'il y a une équipe du Racing avec et sans Nolan, on le voit bien. Il y a peut-être un coup à faire et je pense que le staff va déjà bien préparer ça. En tout cas, c'est pas des équipes, le Stade Français et le Racing, qui sont préparés pour le maintien, au contraire de Vannes. Et ça peut être sans doute un point positif pour le RCV. C'est souvent ce qu'a dit Jean-Noël Spitzer en conf de presse. Effectivement, rendez-vous le 15 février pour le retour du top 14 et ce déplacement au Racing, tournoi des 6 nations ce week-end. Il y a aussi le Seven, le rugby à 7. On en parle avec toi, Sacha, dans un instant. Et puis un mot sur l'équipe de France U20 qui affronte le Pays de Galles à l'Arabine samedi à 21h. On parlait de Robin Tacola tout à l'heure. Il sera sur la pelouse de l'Arabine. Il y a aussi Corentin Mézou, un ancien Vantais. J'oublie personne? Non, parce que Jean, est-ce qu'il sera avec vous, Jean Cotarmanac, Sacha? Jean sera effectivement avec nous. Il n'a pas été retenu par Cédric Laborde pour affronter le Pays de Galles. Ça a forcément été un petit peu difficile pour Jean, qui m'a appelé de suite pour me demander si je comptais sur lui pour l'Arena. Moi, bien évidemment que je compte sur Jean, qui a des qualités aussi exceptionnelles physiquement et techniquement aussi. Donc je compterai sur lui et voilà, moi je lui ai fixé l'objectif de se relancer, d'être performant pour de suite aller récupérer sa place pour le U20. Un tournoi destination, c'est long. Je lui ai dit qu'il ratait pas un crunch non plus. Il rate un match, certes à l'Arabine, devant sa famille, c'est ce qui est forcément, je le comprends, difficile. Mais je sais que Jean, c'est un compétiteur et un guerrier. Il va se servir de Super Seven pour performer, apporter à l'équipe et vite repartir en bleu. Et en tout cas, je lui souhaite. On parle justement de ce Seven. J'avais privé un petit jingle. On s'en prive pas. Vous avez reconnu la danse de l'équipe de France au JO. Est-ce qu'il y a une musique, une danse pour le RC Vannes? On a une playlist qui a été faite par les joueurs. On a une musique sur laquelle les joueurs aiment bien rentrer. En tout cas, se préparer juste avant de rentrer sur la pelouse. J'ai plus le nom, c'est des musiques nouvelle génération. Et je commence à sentir le poids de mes années. Tu partageras, on la passera dans le podcast. Avec plaisir. Sacha, on va parler de ce week-end dans quelques instants, mais toi, tu as commencé assez tôt le rugby à 7. Moi, j'ai découvert le rugby à 7 avec une première appréhension, c'est que je trouvais que c'était un sport qui était beaucoup trop difficile et que je voulais pas en faire parce que j'étais peut-être un petit peu feignant et finalement, j'ai eu la chance d'y goûter avec Thierry Janezek qui est monsieur rugby à 7 en France.
C'était le sélectionneur quand l'équipe de France a gagné son premier tournoi à Paris avec Vincent Clerc, qui aujourd'hui s'occupe un petit peu de toutes les équipes de France jeunes. Moi, j'ai eu la chance de faire l'équipe de France A7 moins de 18 ans à Dubaï avec Antoine Dupont notamment qui vivait sa première expérience de rugby à 7. On avait gagné le tournoi international moins de 18 ans. Donc c'était ma première aventure. Derrière, j'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques de la jeunesse, qui sont la réplique parfaite des vrais JO pour les grands, où on a été champion olympique notamment avec Alexandra Raté, qui avait des capacités physiques déjà à l'époque très intéressantes. Et ensuite, lors de mon année Pôle France, suite à ça, Frédéric Pomarel, l'ancien sélectionneur, m'avait dit qu'il aimerait me voir pour faire des tournois. Et sur la fin de saison, je participe au Hong Kong Seven, le plus gros tournoi de rugby à 7 au monde. Et à un autre tournoi à Tokyo, l'équipe de France à 7 me propose un contrat. Je suis à l'époque au Stade Toulousain. Le Stade Toulousain me propose un contrat. J'ai 2-3 autres opportunités en top 14. Mais la réalité, c'est qu'à 7, je savais que j'allais apprendre, je savais que j'allais jouer. Et surtout que j'étais à un an des JO en 2016. Donc je saisis l'occasion et je me jette dans le grand bain. Antoine Dupont me dira que je suis complètement fou, que c'est un pari risqué. Et quand il a pris la décision de faire les JO, je lui dis, tu sais, c'est pas un pari fou et c'est pas risqué. Et on en a rigolé parce qu'effectivement, tout le monde lui a dit que c'était trop dangereux, qu'il avait beaucoup à perdre. Et en fait, il y a tout gagné. Pour les novices, peut-être, c'est quoi la grande différence pour un rugbyman de jouer à 7 ou à 15 ? Il y a des différences, ça reste du rugby. Et donc, pour ça, n'importe quel amateur de rugby va s'y retrouver. La différence, c'est que c'est un sport qui se joue sur demi-temps de 7 minutes. Donc, c'est un sport qui est très rapide, très attractif. Il y a en moyenne 25 points marqués sur un match, donc c'est très très attractif. 7 contre 7 sur le même terrain, les mêmes dimensions que 15 contre 15, ça veut dire beaucoup. Un plaquage raté, c'est souvent un essai au bout. Donc c'est du jeu, du spectacle, une répétition d'efforts, des gestes techniques, la fête dans les tribunes et des joueurs qui sont de véritables athlètes puisque c'est le deuxième sport collectif le plus dur au monde après le football australien. Tout est réuni pour qu'un spectateur prenne du plaisir en regardant ça. Mais c'est plus dur de passer de 7 à 15 ou de 15 à 7 ? Moi, j'ai trouvé que c'était plus dur de passer de 7 à 15, puisque moi, j'estime que je me suis vraiment spécialisé dans le rugby à 7 et que j'ai mis finalement plus d'1 an et demi avant de trouver un petit peu ma place et en tout cas d'être performant en rugby à 15. Passer du 15 au 7 me paraît un petit peu plus facile quand on a déjà des prédispositions et quand on regarde et qu'on connaît un petit peu les rouages de ce sport. Je me fais pas de soucis pour les 15 qui nous rejoignent. Et justement, tu parlais d'Antoine Dupont tout à l'heure, ça joue ce week-end. Pour toi, Antoine Dupont, ça lui a permis d'évoluer aussi, de jouer à 7 ? Ouais, j'en parlais avec Juliette juste avant. C'est difficile de trouver des axes d'amélioration. Antoine Dupont qui, pour moi, survole déjà tous les aspects, que ce soit technique ou physique, de ce sport. Mais oui, je l'ai trouvé meilleur dans sa capacité d'enchaîner les efforts, de répéter, de plaquer, de vite se relever, de gratter ou de contre-requer. Et surtout, je l'ai trouvé très rapide. Très, très rapide. Ça a toujours été un joueur qui avait une capacité de vitesse et d'accélération. Et aujourd'hui, ce que je me rends compte quand je regarde ses matchs, c'est que maintenant, quand il break, il est capable de finir tout seul et en tout cas de ne pas se faire attraper par des ailiers, même s'il en avait déjà cette capacité-là. C'était médaillé d'or aux Jeux de la jeunesse. Tu as fait les JO aussi à Rio en 2016. C'était plus beau souvenir dans ta carrière ? C'est question compliquée. Non, c'est une bonne question. Faire les Jeux Olympiques, c'est forcément, je pense, le plus beau souvenir de ma carrière. D'un point de vue plus global, faire le choix de partir au rugby à 7, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma carrière, moi personnellement. Après, j'ai vécu des souvenirs et des expériences inoubliables à 15. Vivre une montée ici à Vannes, ça restera forcément gravé dans ma mémoire et je pense que ça restera historique pour le club, pour la région et pour la ville. Mais c'est vrai que le rugby à 7 m'a fait faire le tour du monde à 18 ans, jouer contre mes idoles, Sonny Bill Williams, Quade Cooper, les frères Ioane et j'en passe. C'est forcément tout ce dont j'aurais pu rêver quand j'étais plus jeune. T'as jamais regretté d'être passé de 7 à 15 ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça a vraiment été pour moi la meilleure décision que j'ai pu prendre puisque j'ai pris beaucoup de plaisir et je me suis vraiment éclaté durant ces 6-7 années en équipe de France de rugby à 7. J'ai pu faire la Coupe du Monde à San Francisco dans un stade
exceptionnel. Les JO en 2016, alors que j'avais à peine 19 ans, ça a vraiment été pour moi un accélérateur de carrière. Ça m'a permis de signer pro à 18 ans, ce qui est impossible aujourd'hui quand on est rugbyman à 15. Ça m'a permis de faire le tour du monde, de voyager, de jouer à haut niveau. Ils sont rares maintenant les jeunes joueurs qui ont 18 ans et qui matchent en Pro D2, National ou Top 14. Moi, à 18 ans, je jouais des matchs internationaux. Il n'y a pas meilleur accélérateur de carrière et de performance que ça. Quand il y a eu ces 18 mois de doute à ton arrivée à Vannes, là, tu t'es dit j'aurais mieux fait de rester à 7 ou cette question s'est posée ou pas ? Elle trotte forcément dans un coin de ta tête. Tu te dis pourquoi j'ai pris le risque de sortir de ma zone de confort. J'étais à l'époque un cadre de l'équipe de France à 7. Pourquoi je fais ce choix-là ? Et la réalité, c'est que l'équipe de France me recontacte et me dit écoute, on voit que c'est un peu compliqué, reviens. Et en fait, moi, je prends la décision de ne pas y retourner parce que pour moi, ça aurait été un échec et ça aurait été un petit peu un aveu de faiblesse de me dire bon, ouais, c'est trop compliqué, bon, allez, tant pis, j'abandonne et je retourne à 7. J'ai préféré aller au bout de mes 2 ans de contrat et de montrer que j'en avais la capacité, qu'effectivement il me fallait un temps d'apprentissage. Et ça, c'est la première chose que j'ai dit à Jean-Noël quand Jean-Noël a voulu me recruter, c'est Jean-Noël, je n'ai jamais joué en pro à 15. C'est la réalité, je te mens pas, je vais avoir besoin d'un temps d'adaptation. J'ai jamais joué au poste de centre à 15, puisqu'à l'époque j'étais 3e ligne quand j'étais jeune, donc c'est une découverte la plus totale pour moi. Mais par contre, t'inquiète pas, je vais apprendre, je vais comprendre et je vais te le rendre. Et ça a été mon challenge pour faire changer un petit peu l'état d'esprit de Jean-Noël, parce que je pense que si on en discute avec lui, en tout cas à la fin de ma première saison, il se dit qu'il s'est trompé sur son recrutement. Et moi, je lui dis, tu vas voir, non, tu t'es pas trompé et je vais te montrer le contraire. Il nous avait dit au mois d'août, quand tu arrives, que c'était un pari. Ouais. Il savait pas. Il on verra, il vient du 7, effectivement, il n'a pas d'expérience à 15. C'est un vrai pari et je sais pas ce que ça peut donner. Aujourd'hui, si on lui redemande, il n'y a pas de regret ni d'un côté ni de l'autre, je pense. Aucun. Juste pour continuer de parler du rugby à 7, le sport a évolué quand même depuis les Jeux Olympiques, est devenu encore plus populaire. Comment toi tu le vois ? C'est la deuxième bonne question que tu me poses. Ça fait que 2. Non. C'est vraiment une très bonne question puisque le rugby à 7 souffre un petit peu de son manque de médiatisation. Ça a été une super fenêtre que cette fenêtre olympique où du coup ça a donné à l'équipe de France et à la fédération française une grande visibilité. C'est super. Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est compliqué encore de suivre des matchs de rugby à 7. J'en parlais tout à l'heure, je me suis levé pour regarder les matchs d'Enzo Benmegal ce week-end à Perth. Il fallait se lever à 4-5 heures du matin. Donc c'est jamais évident pour toucher du grand public à des horaires comme ça. Aujourd'hui, le rugby à 7 souffre. La Coupe du Monde de rugby à 7 vient d'être annulée. Il n'y aura plus de Coupe du Monde de rugby à 7. Et ça, pour moi, c'est un véritable crève-cœur et c'est très dur. Aujourd'hui, le modèle World Rugby pour le 7 est en perdition. On parle de modifier le format de cette compétition puisqu'elle a un coût très important. Et aujourd'hui, je ne sais pas si le World Series a encore de longues années devant elle. Ça me fait un petit peu peur et ça m'attriste forcément. Aujourd'hui, des jeunes joueurs qui ont regardé les Jeux Olympiques et qui se disent « Ah, mais je veux faire du rugby à 7 toute l'année », c'est impossible. Et malheureusement, c'est à ça qu'on se heurte. Ne faire du rugby à 7 toute l'année, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de club de rugby à 7 pour en pratiquer toute l'année. On en pratique l'été la plupart du temps, mais sinon, on doit être sur du 15. Et c'est pour moi ce qu'il faut changer pour que le rugby à 7 devienne un sport à part entière et non pas un sport d'été ou d'association seulement. C'est la grosse difficulté. Bon, en tout cas, samedi, ce week-end plutôt, ça joue à Paris La Défense Arena avec un premier match face au Racing, c'est le Super 7. Quel est l'objectif avec le RC Vannes ? Est-ce que c'est de créer la surprise ? Bien sûr, l'objectif du RC Vannes est toujours de montrer une équipe ultra compétitive dans toutes les compétitions dans lesquelles elle prend part. C'est historique, un promu ne s'est jamais qualifié pour une finale de Super 7. Donc on pourrait se dire que c'est déjà super d'en être arrivé là. Mais non, on n'est pas comme ça au Rugby Club de Vannes. Et le staff, en tout cas, dont moi, ne veut pas se cantonner à ça. Donc l'objectif, il est d'être le plus performant possible et de jouer la gagne.
ce sera ton dernier tour de piste, on me disait, avec le RC Vannes et avec un club. T'as déjà de l'émotion un peu, voire une appréhension que ça se termine, ou tu veux vraiment vivre ce week-end à fond? Non, je sais que j'aurai pas d'ovation comme j'ai eu à la Rabine, donc il y aura forcément de l'émotion, puisque en plus de ça, on a recruté des joueurs avec qui j'ai eu la chance de jouer, on a pris un membre de staff avec lequel j'ai évolué à France 7, donc je m'entoure un petit peu de personnes que j'affectionne, de très bons joueurs et de personnes très compétentes. Effectivement, ça sera ma dernière expérience, en tout cas ma dernière aventure en tant que joueur, en tout cas membre d'un club professionnel. Donc j'y vais avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination et l'envie de faire transpirer une dernière fois ma volonté d'être performant sur une compétition dans laquelle je me présente et en tout cas là où je vais coacher. Donc, mais je m'inquiète pas pour les joueurs, ils ont conscience de l'événement, ils ont conscience des enjeux un petit peu, de ce que ça peut leur apporter aussi, tant sur un plan personnel que sur un plan collectif pour le club. Donc le but, c'est aussi de prendre du plaisir surtout. Ça peut te donner des idées sur l'avenir d'intégrer un staff. On voit que tu as pris ça à bras-le-corps, de préparer des matchs, préparer une équipe, coacher. On t'a vu très actif cet été au bord du terrain. Enfin voilà, Peut-être. Oui. On t'entendait bien à la télé. Oui, en tout cas. oui. Mais non, c'est quelque chose qui te plaît, ça te donne des idées ou tu as envie de tourner la page et de te lancer aussi dans les médias, puisque c'est un truc qui te plaît bien aussi? J'aime profondément le rugby à 7 et vraiment, si à l'avenir je devais faire partie d'un staff ou coacher, ça serait vraiment rugby à 7. J'en ai pas du tout les capacités et j'ai l'honnêteté de le dire par rapport au rugby à 15. Aujourd'hui, j'ai été approché, en tout cas j'ai fait partie d'une liste pour succéder à Mike Fraday qui était le sélectionneur des États-Unis à 7. Donc ça a forcément trotté dans un coin de ma tête parce que je prends beaucoup de plaisir à coacher cette discipline que j'affectionne tant. Après, la réalité, c'est que j'ai pas non plus mes diplômes et c'est pas spécialement un objectif de les passer. Tu parlais des médias. Aujourd'hui, j'ai une actualité qui va s'officialiser dans pas longtemps sur des belles choses pour moi. Donc, je me concentre sur d'autres projets. Je le souhaite que le RC Vannes se maintienne en top 14 et qu'on participe la saison prochaine au Super 7, pour lequel je me rendrai bien évidemment disponible si j'en ai les capacités. Tout va bien depuis ta retraite annoncée en décembre. Comment tu vis ça, cette nouvelle vie? Comme un retraité, je me lève à des horaires qui sont un peu plus cool. Non, plus sérieusement, oui, j'ai fait beaucoup de soins pour soigner mon dos, puisque mon parcours de joueur de rugby professionnel s'est arrêté, mais mes douleurs, malheureusement, elles ne se sont pas arrêtées au même moment que je l'ai annoncé. Donc voilà, je me soigne, j'essaye de retrouver une vie normale, ce qui n'est pas tout le temps évident. Mais aujourd'hui, j'avance bien et je me soigne. Donc c'est positif. Et en tout cas, moi, je suis positif sur ces nouvelles choses et ce qui va arriver pour moi. Donc je suis content, reconnaissant et on va voir de quoi l'avenir est fait. Est-ce qu'il y a eu un peu de déception, le fait de ne pas avoir joué en top 14? Forcément, j'en parlais quand j'ai arrêté notamment. Ça serait mentir que de dire que c'était pas un objectif. Ça serait mentir que de dire que j'ai participé à une montée mais que j'aurais jamais goûté au top 14 dans ma vie. Moi, quand j'ai basculé à 15, c'était pour cet objectif-là. Ça sera quelque chose qui ne se sera jamais réalisé, mais moi, j'ai plutôt envie de retenir que le positif et avoir aidé le club à atteindre ce niveau. Et aujourd'hui, je suis persuadé que le club, moi, va se maintenir dans l'élite, en top 14. S'il doit y avoir une descente, il y aura une remontée. J'en suis persuadé et en tout cas, je suis sûr de mes pensées. Donc, je souhaite tout le meilleur à ce club et voilà, moi, j'aurais pas joué en top 14, mais j'aurais vu mes copains battre chèrement leur peau pour y rester et ça, c'est déjà une fierté. Pour terminer cet épisode, est-ce que tu as un petit souvenir avec le RC Vannes à nous partager? Il y en a beaucoup, j'imagine. Des souvenirs, j'en ai tellement plein. Ouais, j'ai un petit souvenir un petit peu qui correspond un petit peu à mon actualité. C'est quand j'arrive à Vannes, je ne connais aucun joueur. Ça se fait dans les 2 derniers jours du mercato puisque j'étais en contact avancé pour signer au Stade Toulousain.
Et finalement, ça se fait pas. Et donc, quand j'arrive à Vannes, je ne connais personne. Et je repère dans l'annonce des recrutements les nouveaux arrivés. Donc, j'essaie de repérer les visages. Et quand je me gare sur le parking du Dossy Park, qui n'était pas le parking du Dossy Park, mais qui était plutôt le parking des Algeco, je tombe sur Alexandre Bory, que je vois qu'il était une recrue. Et je l'attrape par le bras. Je lui dis, toi, t'es mon meilleur ami aujourd'hui parce que je connais personne. Et aujourd'hui, Alexandre Bory nous rejoint pour faire mon dernier tour de piste. Derrière, c'est devenu un ami et je suis content de finir aussi mon aventure avec lui, mon aventure Vantaise. Donc c'est un petit souvenir un petit peu cool. Et rendez-vous ce week-end pour l'aventure Vantaise à Paris, la Défense Arena avec le Super 7 et pourquoi pas créer une surprise. En tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup en tout cas Sacha d'être venu dans ce podcast. Merci à vous. Et puis on te souhaite le meilleur. Pour rappel, les Bleuets, les U20 jouent samedi à la Rabine avec notamment, on en a parlé, le Vantais Robin Tacola. Merci Juliette, merci Jean-Luc. Merci. Alors on se quitte comme ça avec le rugby à 7. Okay. Allez, salut à tous et rendez-vous dans 15 jours. On est en train de faire la Corée, ça se voit pas. Mais...